Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du Media Alliancy. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie. Mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression de n'être qu'au tout début. Disruption et crise s'accélèrent et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour, cofondateur d'Arizem, un parcours entrepreneurial engagé, et c'est peu de le dire, en faveur de notre souveraineté, porte-étendard d'une vraie alternative européenne, cofondateur de Genspot, ça donnera quelques indices. Alain Garnier, bonjour. Bonjour Sylvain. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ne te connaît pas dans le monde du software, en tout cas. Genspot en quelques mots, si tu peux nous expliquer ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas Genspot encore. Alors Genspot, en fait, c'est une plateforme collaborative qui aide les organisations à mieux travailler dans ce monde digital. Donc on aide à faire de la collaboration, de la communication, on échange des documents, des projets, des visios. Et aujourd'hui, on est même dans le métavers. Voilà, c'est tout le travail numérique nouveau qui se fait. Créé il y a combien de temps maintenant? Plus de 15 ans maintenant. Voilà, c'est ce qu'on appelle une Pégase, parce qu'on est une entreprise bootstrap. On n'a pas levé des fonds, on n'est pas comme les licornes, on ne s'envole pas tout de suite avec une petite corne. Mais aujourd'hui, on est plus de 40, 300 clients quand même, 400 000 utilisateurs au quotidien. Donc ça commence à peser effectivement en termes d'usage et c'est top. Alain, on va t'embarquer sur une série de questions pour découvrir si le numérique est vraiment forever pour toi. Et je sais que le sujet t'inspire bien au-delà de l'émission. Donc, sans plus attendre, c'était quoi le déclic et tes premiers pas dans le numérique? Alors moi, c'est vraiment tout petit. Quand j'avais 14 ans, j'étais à la campagne. Et normalement, à la campagne, à 14 ans, tu demandes une mobilette pour aller voir les filles. Et moi, j'ai demandé un ordinateur. Voilà. Et à partir de là, j'ai fait des logiciels. Mais dès ce stage-là, après, j'ai fait une école d'ingé. Et après, j'ai monté une boîte de numérique. Je suis tombé dedans depuis tout petit, comme Astérix et Obélix. 14 ans, il y avait le club de l'Amstrad et du TO7. C'était quoi le Avant, le ZX81, monsieur. C'est même antérieur. Même mon père a été obligé de l'acheter en Angleterre. À l'époque, ça ne se trouvait pas en France. Enfin, faut se rappeler ça. Je suis un dinosaure. Hein, oui. Allez, celle-là, c'est moi qui l'ai choisie pour toi. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours? À date, c'est justement d'avoir tenu depuis tout ce temps-là, d'être toujours focus sur l'innovation utile. Hein, on parlait de ce qui donne du sens. Et puis de l'autre, d'avoir une boîte aujourd'hui solide, on est plus de 40, et avec aussi une entreprise, un espèce de microcosme apaisé, dans lequel moi je trouve beaucoup de plaisir, dans lequel les Genspotiens aussi, je pense, sont très contents d'y vivre. Donc moi, ça c'est une satisfaction personnelle d'avoir tenu tout ça. Alors, on sait que tu es à titre perso très engagé sur pas mal de sujets, donc beaucoup d'associations auxquelles tu as contribué et créé, Play France notamment. Donc, Oui, alors ça aussi, c'est un autre point. Play France, par exemple, c'est une chose dont je peux être fier, c'est que là, par exemple, moi, dès les années 2010, j'ai commencé à amener l'action de la souveraineté numérique sur la table. À l'époque, c'était pas vraiment un hype. 10 ans plus tard, le ministre s'est marqué ministre de la souveraineté numérique et avec Play France, par exemple, il y a donc 2 ans, jour pour jour, on a réussi à faire basculer ce sujet-là dans le grand public. Il y a eu plus de 600 entrepreneurs qui sont rejoints à notre appel au départ. Et je pense que ça a été... Ça, effectivement, je peux également en être très fier d'avoir participé. Mais tu vois, c'est un collectif. Voilà, moi, j'ai initié à un moment donné, j'ai poussé. Des fois, j'étais devant parce qu'il faut avoir des gens devant pour justement oser au départ. Mais c'est vraiment la force du collectif qui nous a tous embarqués. Est-ce qu'il y a un truc qui t'empêche de dormir aujourd'hui? Alors, je dors bien, moi. Et tu sais que ça, c'est un des trucs que je cherche dans la vie, ça. Bien dormir, bien manger, bien boire. Je ne vais pas aller plus loin, parce que sinon je serais coupé au montage. Et avoir une vie très épanouie. Ça, moi, c'est quelque chose de très important. Et justement, j'ai appris à ne pas sacrifier la vie professionnelle pour justement pouvoir bien dormir. Quel regard tu portes sur l'échec? Je pense que j'ai beaucoup progressé sur l'échec. Moi, justement, j'étais un bon élève, j'avais horreur de l'échec, tu comprends? Je ne viens pas de là, moi. 18 sur 20, c'était... voilà. Et par contre, j'ai appris qu'effectivement, l'échec, c'était source d'apprentissage. Et j'ai même eu un choc quand j'ai lu le bouquin L'antifragilité, qui m'a fait comprendre que ce concept était essentiel. Et j'en ai vraiment fait mien. C'est-à-dire l'idée que tout échec est justement source d'apprentissage. Et là, on retrouve le bon élève. Apprendre, progresser, hop là, je suis content. Donc, moi, j'ai totalement changé dans ma vie sur ce rapport à l'échec. Tu préfères réfléchir ou agir?
Ouais, mais je suis à chaque fois ambivalent, moi. Moi, je passe mon temps à réfléchir et après j'agis. Par contre, justement, je n'aime pas les gens qui réfléchissent et qui restent comme ça en disant voilà ce qu'il faudrait faire, posture kantienne, on fait rien avec ses mains, mais par contre on réfléchit. J'aime pas non plus les gens qui agissent sans avoir vu plus loin que leur bout de leur nez. Moi, je suis vraiment en permanence l'un et l'autre, mais vraiment de manière très assumée. Allez, on fête les 10 ans d'Aliency, hein, donc je voulais revenir avec toi. C'est quoi, selon toi, le fait qui a le plus marqué cette industrie depuis ces 10 ans? Sur 10 ans, moi je dirais, après Internet qui était il y a 20 ans, c'est le cloud. C'est-à-dire, pour moi, le basculement des ordis, de tous nos systèmes. Finalement, on a accepté que nos données n'étaient plus locales, quel que soit le niveau d'ailleurs, et passent au niveau du cloud. Et donc, on fluidifie au niveau quand même planétaire ce qu'étaient nos échanges. Donc, c'est effectivement un changement majeur, majeur. Alors, majeur pour ton industrie, mais à quel point c'est majeur pour l'ensemble de l'économie et la société? Ah ben c'est par exemple, ça permet par exemple de tous les flux logistiques qu'on peut imaginer, vu que les choses sont dans le cloud, les choses peuvent s'échanger, alors qu'avant chacun avait son information. Donc c'est en ce sens-là où en gros on se rapproche de ce fameux jumeau numérique et le cloud est la première étape vers ça. Allez, je te propose de choisir une nouvelle question, 1 à 5. Je vais prendre 1, je prends que les impairs aujourd'hui. Allez, une technologie qui a tout bousculé. Alors je sais que tu as pris position. Oui, j'ai pris position et c'est pas forcément facile d'être un futurologue parce que je fais toujours attention. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est que l'idée que le futur n'est pas écrit. On l'écrit, le futur. Mais bon, je crois que tout ce qui tourne autour de jumeaux numériques et ce métavers est effectivement porteur de plein de choses, mais dans lequel il y a des sous-technologies qui sont au moins aussi importantes. On parle souvent des cryptos, un peu de manière un peu péjorative, etc. Mais moi, je pense que derrière les cryptos, il y a aussi cette idée que dans le numérique, on va créer de la valeur qui peut être mesurée et qui est décentralisée. Ça, c'est majeur comme évolution parce que ça remet en cause la question même de propriété et qui est un élément fondateur de toute notre civilisation d'un point de vue intellectuel, moral et politique. Alors, les questions, elles sont choisies au hasard, mais celle-là, c'est moi qui vais te la poser parce que je la connais. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Mais oui. Oui. Moi, je pense que le numérique, c'est aussi puissant qu'une drogue, donc il faut savoir, justement, ne pas considérer qu'il faut ouvrir les vannes et après on discute, quoi. C'est vrai pour les enfants, sur lesquels on sait que ça peut avoir des effets délétères sur le cerveau quand c'est trop tôt. C'est vrai sur les adultes, quand après ils savent plus se parler, qu'à un moment donné ils consolent là-dessus. Il faut avoir une réflexion comme tout outil. Je veux dire, à un moment donné, la voiture, quelle est la place de la voiture dans la ville? On n'a pas réfléchi à ça, puis on s'est retrouvé avec des voitures partout. Voilà, et ben c'est pareil pour le numérique. Il faut qu'on ait une conscience, et c'est pas incompatible à aimer ça. Et qu'on soit acteur de notre destin. Allez, dernière question sur cette catégorie. Ta vision du futur du travail, je sais que c'est un sujet qui te... Oui, oui, parce que souvent le futur du travail, on l'aborde moi sous l'angle effectivement technologique, mais moi je préfère l'aborder sous un angle plutôt sociologique. Moi je pense que la vraie question du futur du travail, c'est comment est-ce qu'on réconcilie les employés, ceux qui ont le capital et les indépendants. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une espèce de triptyque entre une liberté d'un côté de l'indépendant, le fait d'être effectivement employé, mais on a aussi le fait d'être propriétaire de quelque chose. Et je pense que le futur du travail va être dans la redistribution de ces rôles et qui aujourd'hui sont en train de se faire. Alors évidemment, toujours, on se demande qu'est-ce qui va se passer, et que c'est ça, pour moi, le futur du travail. C'est vraiment repenser la question marxiste. Et la question numérique, elle est là pour outiller ces éléments-là. 24 heures sans Internet aujourd'hui, c'est possible pour toi? Pourquoi tu veux me faire souffrir, Sylvain? Je sais pourquoi. Non, j'avoue que j'ai une... en plus, mais tu vois, moi j'aime bien dormir, donc je suis très régulier. Et donc, les coupures, en fait, c'est pas si... tu vois, ne pas manger pendant 24 heures, moi, ça ne me fait pas, tu vois, pas triper. Ben, c'est pareil, ça ne me fait pas triper d'être coupé. Par contre, la question, c'est quelle tempérance j'ai. Est-ce que quand je suis avec mes amis, je continue à être sur Internet? Non. C'est là où il faut... Enfin, c'est là où j'essaie de trouver cette tempérance, cette limite-là. Voilà. En tout cas, c'est ma philosophie personnelle pour gérer ça. Alors, j'ai aussi une petite piste, mais plutôt utopiste ou réaliste? Non, moi je pense que je suis un utopiste dans mes premières phases, et par contre ma vie est très pragmatique. C'est en ce sens-là où, par contre, je ne sacrifie jamais l'utopie face aux relations des personnes. C'est-à-dire que moi, c'est ma limite absolue. L'utopie ne mérite jamais la souffrance de quelqu'un. Allez, on poursuit. Dernière partie de nos questions. On fait une sélection de 100 personnalités qu'on présentera le 12 décembre.
quelle serait la personnalité qui, selon toi, donne du sens au numérique aujourd'hui, qui t'inspire? Il y en a plein, il y en a plein. Moi, j'aimais beaucoup les travaux de Bernard Stiegler, mais il est mort. J'aime beaucoup les travaux de Dominique Boulier, qui travaille au Sciences Po Media Lab, qui justement réfléchit à la sociologie des usages. Et donc, voilà, ou Dominique Cardon aussi, qui est un sociologue, ou Nicolas Spatola aussi, qui est un jeune philosophe sociologue également. Tous ces gens-là, ils amènent de l'intelligence sur notre monde et nous permettent de réfléchir en dehors du côté justement très pragmatique et très entrepreneur qu'on est. Alain, merci. On arrive à l'issue de cet entretien. Quel message tu as envie de passer aux équipes d'INC pour ces 10 ans? Déjà, bravo pour 10 ans. J'ai 10 ans, comme disait la chanson. En plus, moi, j'adore votre parcours. Moi, j'aime le collectif. Je sais que votre mission, c'est justement d'être catalyseur comme ça de ce collectif à un moment donné que vous mettez en place. Et moi, je suis très, très sensible à ça, parce que je pense qu'on est trop centré sur soi souvent, et que justement, on pense qu'on fait beaucoup de choses, mais en fait, non, c'est le collectif qui nous emporte. Donc, voilà, allez, encore 10 ans, ou 100 ans de plus. On va encore œuvrer ensemble, encore plus, quoi qu'il arrive. Avec plaisir. Alain, est-ce que le numérique, pour toi, il est vraiment forever? Il était forever depuis toujours, moi je ne vois pas ce que je peux faire d'autre, donc forever, forever. Bon, bravo à toi, tu as respecté les règles du jeu, on a tenu le timing. En plus, pourtant je suis bavard, tu sais. Donc, Merci Alain, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à découvrir tous ces portraits des patrons et managers de la tech sur inc.fr. Et puis à très bientôt pour un nouvel entretien. Merci.